Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass qui sera dédiée à la mixte au service de l'excellence opérationnelle. Je m'appelle Othman, je suis responsable produit HoloLens pour Microsoft France et j'ai le plaisir d'animer cette session et d'être accompagné par des invités de choix. Je vais les présenter très rapidement et puis je leur laisserai un peu donner plus de détails sur leur périmètre d'action. Roman Verdugo, qui est chef de projet génie industriel chez Legrand. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. Olivier Boulet, qui est responsable organisation industrielle de la business unit infrastructure électrique chez Legrand. Bonjour Olivier. Bonjour. Et enfin, Louis Berger, qui est Key Account Manager chez Spectral TMS. Bonjour à tous. Bonjour Louis. Et donc Spectral TMS, qui est donc un partenaire de Microsoft, Louis, je te laisserai donner plus de détails, mais aussi à l'initiative de l'organisation de cette super masterclass. Avant de commencer, juste un rapide rappel des objectifs de cette session. L'objectif, c'est tout simplement une discussion ouverte, transparente sur l'usage de ces technologies immersives qu'en fait Legrand, qui justement aujourd'hui va trouver un moyen d'apporter l'excellence opérationnelle sur plusieurs sites grâce à la solution Spectral TMS. Ça sera vraiment un échange. Il n'y a aucun slide prévu, aucun texte, quelques images et vidéos juste pour illustrer un peu nos propos. C'est une session qui est en direct. On a prévu quelques questions pour un minimum structurer l'échange parce que sinon, je pense qu'on peut tous en parler pendant des heures. Mais je pense qu'il va y avoir des questions qui vont être improvisées. Et justement, vous, c'est comme cette session est en direct, n'hésitez pas dès maintenant à poser les questions sur le chat pour justement être sûr qu'on répond à toutes vos attentes. Je pense avoir fait le tour. Ah si, non, je dois rappeler aussi les principales parties, comment est prévu d'être organisée cette session. On va commencer dans une première partie par, tout d'abord, en fait, bénéficier de se concentrer un peu plus sur le cœur du sujet, à savoir le retour d'expérience des équipes de Legrand sur l'atteinte de cette excellence opérationnelle. Ensuite, dans un second temps, on va parler un peu plus, concentrer un peu plus sur la technologie même de la réalité mixte. Et enfin, finir par des conseils, justement, pour lancer ce projet qui sont intéressants pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et bien sûr, une session questions-réponses à la fin. Mais encore une fois, dès maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça vaut le coup de passer une minute, pas plus, très succinct, pour rappeler justement ce qu'est aujourd'hui, revenir un peu sur les principaux thèmes utilisés. On parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, réalité mixte. Vraiment, juste en un slide, pour être sûr qu'on soit tous alignés sur les termes qu'on va utiliser. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le slide qui va apparaître. Juste pour être sûr. Ah ben voilà, c'est bon. Et après, donc, déjà, dans un premier temps, au niveau des termes utilisés, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Réalité augmentée, vous êtes tous familiers à cette technologie, c'est de l'affichage d'un hologramme qui est visible à travers un smartphone ou une tablette. Donc, la limite de cette technologie, c'est qu'on ne peut pas forcément interagir avec cet hologramme. La réalité virtuelle, on est immergé dans un monde virtuel, on ne peut pas forcément se déplacer et on est déconnecté de notre environnement physique. Quand on parle de la réalité mixte, c'est un peu le mariage de ces deux technologies immersives. On va pouvoir afficher des hologrammes dans notre champ de vision, interagir avec ces hologrammes à main nue, tout en ayant une vue parfaitement claire sur notre environnement physique. Donc voilà, donc là c'est juste pour remettre un peu le contexte. Et justement, quand on parle justement de réalité mixte, on parle du coup indéniablement de HoloLens 2, qui est donc l'appareil qui permet justement d'exploiter cette technologie grâce à un ensemble de capteurs, pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais un ensemble de capteurs justement nous permettent de capter en temps réel notre environnement, de capter le mouvement de nos mains grâce à un hand tracking et un eye tracking et de permettre justement de créer ce jumeau numérique de nos mains qui vont nous permettre d'interagir avec ces hologrammes à main nue, sans aucun capteur. HoloLens 2 en tant que tel, c'est un ordinateur à part entière, qui est autonome, qui n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner, qui s'adapte à une taille universelle, qui se connecte en Wi-Fi, en Bluetooth, une autonomie de 3 heures. Donc, on est vraiment sur un ordinateur à part entière qui nous permet justement de réaliser
un ensemble de scénarios et d'actions dont on va parler plus en détail tout à l'heure. C'est un objet qui est destiné au public professionnel, pas au B2C, donc on est vraiment sur du B2B, pour justement faciliter le travail et rendre plus productif, justement, faciliter le travail des opérationnels, qui sont un peu les oubliés de la transformation digitale. Ils ont maintenant à leur disposition un outil qui leur permet d'être plus productifs, et c'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc voilà. Très succinctement, pour rappeler un peu les contours de ces technologies et de ces produits. Donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet, en commençant vraiment par une première question que du coup j'ai à poser pour Olivier. Pour en savoir plus, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus, bon, pas forcément Legrand dans sa globalité, parce que tout le monde connaît Legrand, mais plus particulièrement sur ton périmètre d'action et surtout les enjeux que tu rencontrais avant de parler de technologie immersive. Oui, donc Legrand, je ne vais pas faire une présentation de Legrand, tout le monde peut les trouver facilement en fait sur Internet. Nous, en fait, moi je travaille dans l'organisation industrielle, donc l'équipe avec laquelle je travaille. Et on a comme objectif d'accompagner et de soutenir les sites industriels du groupe dans les transformations industrielles, technologiques, avec l'apport de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles technologies, et également donc l'accompagnement sur tout ce qui est performance industrielle, sur comment en fait s'améliorer au quotidien en fait sur les sites industriels. Et dans ce cadre-là, on a lancé au niveau du groupe Legrand, maintenant il y a plusieurs années, depuis les années 2018 de mémoire, une démarche de transformation industrie 4.0 qui a comme objectif d'aller chercher justement encore plus de performance. Donc je ne sais pas si on a atteint la performance, enfin l'excellence opérationnelle comme vous l'avez indiqué dans le nom de ce webinaire, mais en tous les cas, l'objectif c'est d'aller chercher de la performance. Et qu'est-ce que c'est que d'aller chercher de la performance? C'est d'aller chercher de l'efficience, c'est d'aller chercher du temps homme en fait qu'on utilise aujourd'hui dans nos process, dans nos organisations, pour être encore plus efficace, encore plus performant. Et comment on va le faire finalement avec ces technologies-là? C'est aussi d'aller faire en fait les choses de manière bonne du premier coup. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on a aussi découvert grâce à l'usage et aux expériences qu'on a pu faire avec la réalité augmentée. Donc voilà un petit peu, je dirais, comment en fait le sujet est arrivé et pourquoi on a utilisé la réalité augmentée. C'est que en fait, on s'est posé la question de quelles étaient les nouvelles technologies justement dans le cadre de l'industrie 4.0 qui pouvaient nous permettre d'aller chercher assez rapidement de la performance. Et la réalité augmentée était quelque chose d'assez simple finalement, assez peu utilisé, assez nouveau et novateur aussi, mais en même temps tellement simple d'utilisation que, parce qu'on l'utilise déjà beaucoup dans d'autres domaines que l'industrie, qu'on s'est dit ça pouvait être un axe intéressant. Et dès qu'on a commencé un tout petit peu à gratter le sujet et à regarder un petit peu ce qu'il y avait derrière, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait un champ d'action qui était très large et énormément de cas d'usage possibles. Et donc voilà un petit peu comment on est arrivé sur l'utilisation de la réalité augmentée dans cette quête de la performance. Et justement, quand tu disais que tu grattais justement le sujet, j'imagine que tu t'es renseigné auprès de différentes structures. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as travaillé avec Spectral et que tu utilises des solutions de Spectral? Alors la solution de Spectral, en fait, elle nous a apparu, elle n'était pas au départ dans nos choix au départ, mais très vite, elle est apparue dans le sens où c'est une solution très facile et très simple à mettre en œuvre, qui nous a vraiment permis finalement un usage très très rapide en fait de la techno et de la solution. C'était vraiment notre crainte au départ. On a déjà fait d'autres expérimentations dans l'industrie 4.0 où ça a été plus compliqué d'aller chercher en fait l'usage de certaines technologies parce que trop de changements ou trop de formation nécessaires pour réussir à mettre en place les équipes en fait dans l'utilisation. Là, avec la solution Spectral,
on a été vraiment impressionné par la rapidité de l'utiliser. La formation, elle a duré moins d'une demi-heure. Okay. Et voire même, on pourrait dire qu'elle n'a même pas existé puisque les experts, et Louis faisait partie de cette première team qui est venue nous accompagner. Ils sont arrivés sur le site. Normalement, on avait réservé plusieurs, je crois que c'était 2 jours qu'on avait réservé pour tester. Et moi, je me suis dit, on va avoir 2 jours de formation, de cours un peu théoriques, etc. Et où ils vont nous montrer comment ça fonctionne et ainsi de suite. Et finalement, ils nous ont dit, non, allez-y, prenez l'outil et puis commencez à l'utiliser. Et donc, jamais eux l'ont utilisé. Instantanément, en fait, ça a été mis entre nos mains à nous, donc Roman en particulier. Et en moins d'une demi-heure, on était opérationnel sur l'outil. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui nous a fait basculer vraiment dans ce choix et qui a confirmé finalement notre choix, parce qu'on avait fait le choix avant d'aller avec eux. Mais ça a vraiment confirmé notre choix et pour nous, ça a été un choix vraiment gagnant de ce point de vue-là, quoi. Et justement, Louis, est-ce que tu peux nous déjà présenter un peu Spectral et nous parler un peu plus de cette solution pour que tout le monde ait… Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, merci Olivier et Roman pour ces premiers mots. Donc du coup, Spectral, c'est une solution qui va guider pas à pas les opérateurs, simplement en diffusant dans son champ de vision à travers HoloLens des informations qui vont être localisées et qui vont apparaître au bon moment, au bon endroit. Et Spectral, notre philosophie de développement des nouvelles fonctionnalités se veut de développer des choses simples et rapidement efficientes pour les utilisateurs finaux. Et dans notre démarche, on a aujourd'hui 2 briques logicielles qui communiquent entre elles. On va avoir Spectral Studio, qui est une plateforme web accessible depuis n'importe quel navigateur, qui est excessivement simple, encore une fois, hein, où le mot va revenir assez souvent, j'ai l'impression aujourd'hui, mais qui est vraiment très très facile à prendre en main. En quelques secondes, on est capable de comprendre comment créer une nouvelle procédure. Et Spectral View, qui est le logiciel embarqué dans la lunette, qui pour le coup va guider l'opérateur sur son opération, sur sa formation, etc., etc. Et je pense qu'il y a une vidéo. Je pense que tu as une vidéo à diffuser parce que c'est pas forcément… Enfin, Oui, c'est vrai. Illustrer les termes pour voir un peu concrètement à quoi ça… Eh bien, la vidéo… Comment ? Alors, Roman a une vidéo, moi sinon j'en ai une également. normalement, j'ai partagé mon écran. Vas-y, Roman. C'est le cas ou pas? Oui, c'est bon. Donc, voilà la vidéo d'un des cas d'usage qu'on a fait pour le transfert d'une ligne, en fait, d'un site qui est à Strasbourg vers un site… Non, on ne voit pas, je crois. Vous ne voyez pas? C'est la petite flèche partagée, Roman. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, ça, c'est… Peut-être en plein écran, par contre. Ouais. Hop. Justement, du coup, Roman, toi, du coup, qui était partie prenante et acteur principal de l'intégration de cette solution au sein de la BU, est-ce que tu peux nous dire justement quel en était l'usage et comment ça a été déployé? Donc, l'exemple que je vais vous montrer dès que ça voudra bien fonctionner, c'était en fait le transfert d'une ligne qui s'est fait du site de Strasbourg vers le site de Chalut. Et en fait, au lieu de déplacer des gens de Strasbourg vers Chalut, on a tout simplement mis tous les modes opératoires dans les lunettes pour faire de la capitalisation de savoir-faire. Du coup, je vais enfin pouvoir vous montrer la vidéo. Hop. Enfin, je vais essayer en tout cas. Voilà, donc en fait, on va commencer par scanner un QR code qui va être l'encre de notre repère et qui va nous permettre de mettre en place dans le champ de vision réel des équipements. Donc là, par exemple, si je suis les pointillés blancs, je vais avoir mon équipement qui me permet de voir où est-ce que je dois intervenir. J'ai également, grâce à ce repère, des images qui vont pouvoir être mises dans mon champ de vision et mon tableau de bord avec lequel je vais pouvoir retrouver toutes mes informations importantes. Donc ça nous permet en fait de former les nouveaux opérateurs sur Chalut, donc le site
vers où a été transférée la ligne en autonomie complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire déplacer des gens de Strasbourg pour apprendre en fait le montage de différentes références. Donc pour ce transfert de ligne, on a fait 35 scénarios différents, donc 35 références. Et ça nous a pris 2 jours sur Strasbourg, donc 2 jours de création de contenu et quelques heures pour tout mettre en place, donc les équipements et les médias dans le champ de vision sur Chalut. Et après, donc, la formation est plutôt visuelle, comme vous pouvez le voir, ça nous permet de mettre beaucoup d'images dans le champ de vision de la personne, donc quelque chose de bien plus visuel que sur un mode opérateur, tout en ayant les mains libres, donc avec juste les doigts pour cliquer. Donc ça permet d'avoir par exemple un outil dans les mains ou de porter des gants sans problème. Et tout ça se fait en autonomie, plutôt très rapidement et de manière très intuitive. Ok. Voilà. Et justement, quand on parle d'innovation, Olivier l'a mentionné tout à l'heure, il faut que la prise en main soit simple. Qu'est-ce que tu peux dire sur les retours utilisateurs finaux? Comment s'est fait justement l'adoption de cette technologie qui est particulièrement innovante de la part des opérationnels? Quelle était leur approche au début, leur retour au début, et quelle aurait été leur approche, leur feedback après l'usage? Alors en fait, on a 3 types de réactions. La première, c'est vraiment des gens qui ont envie d'essayer tout de suite parce qu'ils trouvent ça super, ils ont envie de voir ce que ça fait de porter des lunettes. Donc en général, avec eux, il n'y a aucun problème, ça se passe bien. Le fait d'apprendre à cliquer, c'est pas du tout un problème. Après, on a des personnes qui sont un peu plus réfractaires à la base sans avoir essayé, qui trouvent ça un peu gadget et qui ont peur que ce soit compliqué à l'utilisation. Et finalement, qui changent tout de suite d'avis en ayant mis le casque sur la tête et en se rendant compte que cliquer, c'est vraiment un geste à apprendre et que ça se fait de manière très, très intuitive. Par exemple, là, sur la vidéo, à un moment, je vais déplacer mon tableau de bord et en fait, ça se fait vraiment en pinçant le tableau de bord et en le relevant avec la main. Donc, c'est des gestes qui sont vraiment très intuitifs. Et ensuite, il y a, bon, vraiment, j'ai eu qu'une seule personne dans ce cas-là qui reste réfractaire de A à Z, mais ça, c'est, il y en a toujours dans tous les projets. Mais voilà. Donc, la plupart du temps, on a quand même tous les gens qui essayent cette solution, qui sont favorables et qui voient vraiment l'intérêt pour eux, déjà d'avoir de l'autonomie, donc pas de pression d'avoir quelqu'un qui vient les former derrière, et aussi le fait de réduire leur charge mentale et d'avoir bon du premier coup, comme on en parlait aussi avec Olivier. C'est vraiment des enjeux importants pour leur faire gagner du temps et simplifier leur travail au quotidien. Ok. Et justement, Olivier, derrière, quel type de retour tu vois sur l'implémentation de cette solution? Est-ce qu'on peut parler de ROI aujourd'hui? Mais quels sont en gros, quel est l'impact de l'implémentation de cette solution aujourd'hui? Alors, enfin, clairement, c'est toujours difficile de parler de ROI sur des projets comme ça parce que, en fait, ça dépend énormément en fait des process qui sont en place et puis des manières de fonctionner des différentes entreprises. Ce qui est certain, en tous les cas, pour nous, c'est que nous, on a identifié clairement en fait des réductions de temps majeures en fait sur les temps de formation, sur les temps d'intervention en fait quand on utilise en fait cette technologie-là. Et dans nos estimations et dans ce qu'on observe aujourd'hui, on a clairement en fait identifié qu'on a un ROI qui est inférieur à 1 an dans l'utilisation de la lunette. Enfin, quand on prend le coût de la lunette et le coût de la solution spectrale, en fait, on peut clairement, en fait, entre guillemets, se payer l'équipement pour un site industriel et le rentabiliser en moins d'1 année. Mais après, ça dépendra aussi du nombre de cas d'utilisation, du nombre de cas d'usage, le nombre aussi de paires de lunettes ou de licences en fait qu'on devrait prendre pour un site. Ce qui est certain, c'est que plus on l'utilise et plus on le montre en fait à d'autres sites industriels du groupe, et plus on identifie des cas d'usage possibles. Parce que finalement, à chaque fois qu'on a une logique de checklist, une logique de guidage par étape, on peut utiliser la solution réalité augmentée et on peut aller dans une voie de la digitalisation grâce à ça
en supprimant finalement la checklist papier ou le document papier qui va guider la personne et avoir finalement uniquement cet outil-là, quoi. Ok. Et aujourd'hui, cette solution, elle est utilisée dans combien de sites et quelles sont les prochaines étapes justement pour le grand? Donc pour le moment, on l'utilise que sur le site. On l'a utilisé que sur le site. Alors non, sur 2 sites pardon maintenant, puisqu'on a utilisé aussi sur Chalut. Mais donc on a alors 3 sites avec Strasbourg, c'est vrai, Louis. Et Citel. Alors ouais, voilà. En fait, du coup, tu es en train de dévoiler déjà le nombre d'autres sites qui sont en train d'utiliser. On a finalement le projet, nous, on l'a démarré sur un seul site au départ, le site d'Antibes, sur lequel on avait identifié au démarrage uniquement 2 cas d'usage, qui étaient la formation au poste de travail et le guidage pour la maintenance outillage moule d'injection. Ok. Assez rapidement, on a identifié d'autres cas possibles d'utilisation, notamment dans la maintenance machine. Également, au niveau, on a un très gros laboratoire qualité qui nous permet de faire des tests sur nos produits différentiels sur le site d'Antibes. Et dans ce cadre-là aussi, on a des process qui sont parfois un peu longs. Et donc là, on a aussi identifié des cas d'utilisation possibles. Et donc, on a travaillé d'abord sur ce site et identifié ces cas-là. Et puis, très vite, on a imaginé aussi qu'il y avait d'autres sites qui pouvaient être intéressés. Et dès qu'on a voulu l'utiliser, par exemple sur Strasbourg, pour transférer cet équipement sur un des sites du Limousin, de Chalut, très vite, on a aussi listé d'autres cas d'usage possibles sur le site de Strasbourg. Et donc, maintenant, on a, on va dire, pour les prochains mois, entre 5 et une petite dizaine de sites, en fait, qui seraient intéressés et qui souhaiteraient finalement utiliser la technologie dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok. Le gros avantage, c'est que c'est tout de suite opérationnel, c'est-à-dire que c'est prêt à l'emploi. C'est pas un gros coût et c'est pratiquement opérationnel et ça fonctionne presque instantanément. Et Louis, du coup, est-ce que tu peux nous donner aussi, toi, ta vision? On a eu la vision de Legrand, mais toi, côté Spectral, comment c'est fait, comment c'est écrit justement cette histoire et quelle est ta vision un peu de l'adoption de ces technologies Côté Legrand? Non, côté plus, côté Spectral. Ok. Bah, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fait toujours un gros travail en amont d'identification des cas d'usage chez nos clients, puisque notre objectif, et je pense que ce doit être aussi l'objectif des utilisateurs, c'est de venir prouver une valeur ajoutée. Donc on fait toujours un énorme travail en amont d'identification des problématiques de nos clients. Et une fois que ça c'est bien identifié, une fois qu'on a bien cadré finalement l'ensemble des tenants, des aboutissants du projet, on est capable de rapidement prouver la valeur ajoutée de la solution. Et une fois qu'on a prouvé la valeur ajoutée de la solution sur un site, on peut très bien, il est très facile derrière de venir embarquer et accélérer le déploiement de ce genre de solution sur les autres sites industriels. Pourquoi? Parce qu'on a un premier retour d'expérience très, très concret sur un site industriel. Et ensuite, la réplicabilité de ce succès, donc c'est de passer du pilote réussi au déploiement réussi. Bien évidemment, c'est un énorme challenge. Il faut prendre en compte toutes les notions de changement, il faut prendre en compte toutes les notions de ressources humaines aussi, parce qu'il faut, bien évidemment, ce genre de projet, si on n'a pas une ressource dédiée, c'est compliqué pour que ça avance. Et il est important qu'on ait identifié tous les facteurs clés de succès pour passer à un déploiement à l'échelle qui soit réussi. Voilà ma vision. Et avec le groupe Legrand, c'est ce qu'on a réussi à faire. Notamment parce qu'Olivier et Roman ont fait un travail fantastique de mise en place des ressources, que ce soit sur le terrain ou au niveau du middle management. Et aujourd'hui, pour Spectral, le projet Legrand est un vrai succès. Et nous, c'est ce genre de projet qui nous anime et sur lesquels on a envie de travailler. Et c'est aussi pour ce genre de projet qu'on va faire en sorte d'améliorer notre solution tous les jours, constamment, par rapport aux problématiques qui sont rencontrées sur le terrain, que ce soit pour les utilisateurs finaux, parce que c'est un levier, c'est notre objectif numéro 1, c'est que les utilisateurs finaux l'utilisent. Donc on va travailler là-dessus, mais également pour les personnes qui vont être responsables des procédures mises à l'intérieur de la solution. Donc on travaille vraiment pour ces deux populations-là et on fait en sorte constamment d'améliorer notre produit et pour encore une fois faciliter l'adoption, faciliter le déploiement, et parce que derrière, les retours sur investissement peuvent être très importants et c'est ça qu'on va aller, sur quoi on veut se concentrer.
Ok. Là, je vois justement une question de Maximilien sur savoir comment justement est intégrée la gamme enfin, tout ce qui est format papier dans les lunettes. Est-ce que tu peux nous dire comment il se fait justement cette création de contenu? Oui, je vais l'expliquer très simplement, Maximilien. Sur Spectral Studio, tu as c'est simplement des cases à remplir. Je vais te partager mon écran et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça sera plus simple, je pense. Si vous me donnez une seconde, j'arrive sur la plateforme et je vous montre. Et en attendant, qui justement doit créer ce contenu? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis à jour quand on veut? C'est un simple CMS qui peut être mis à jour par un administrateur? Comment se fait Alors, le partage, enfin, la création de contenu, en fait, est souvent mise en place par des responsables méthodes, des responsables process, qui ont le savoir-faire. Mhm. Mais on peut aussi venir capitaliser sur la connaissance des opérateurs terrain, parce que régulièrement, c'est un cas d'usage qu'on rencontre. Il y a des maintenances, par exemple, un peu spécifiques, des montages, des démontages et des remontages de pièces un peu spécifiques qui sont simplement dans la tête des opérateurs. Et en fait, l'idée, c'est de travailler en collaboration avec le terrain pour capitaliser le contenu. Donc là, je suis sur la plateforme. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Ouais, c'est OK. Donc, je vais donner un nom à mon scénario ici, disons démonstration webinar. On va le référencer dans un site, un bâtiment et une salle. Donc, pareil, je vais faire bâtiment. Je vais montrer ça de manière très succincte, hein. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais donc, ce référentiel permet de retrouver le contenu créé dans la lunette très rapidement, puisqu'il va être localisé. Et en fait, derrière, on arrive sur une interface où on va avoir des étapes. Et au fur et à mesure, ces étapes, on va pouvoir les compléter. Chaque étape a un type d'étape. On va pouvoir travailler sur des étapes plus informatives, telles que l'info et l'alerte, et des étapes plus liées à l'action et à des choses qu'il faut faire sur le terrain. Donc typiquement, une action, ça pourrait très bien être tourner van. Et je vais identifier l'équipement sur lequel je vais devoir aller faire mon opération. Et au fur et à mesure, je viens ajouter des éléments dans ma plateforme. On va pouvoir travailler sur des médias. Donc là, on a photo, vidéo, audio, modèle 3D, fichier PDF. Et voilà, à peu près globalement, c'est très simple d'utilisation. Et une fois qu'on a fait ce contenu-là, on vient l'exploiter dans Spectral View, le logiciel qui est embarqué dans la lunette. Très bien. Okay. Et derrière, quand on porte le HoloLens, comment justement on lance l'application Spectral sur le HoloLens où il y a un store dédié? Oui, exactement. On lance l'application Spectral et finalement on sélectionne notre référentiel bâtiment salle. Là, on a la liste des scénarios qui sont disponibles dans cet environnement-là et on n'a plus qu'à effectuer l'opération et tous les points seront positionnés au bon endroit, etc., etc. Ok. Je pense ça a répondu à la question de Maximilien. Comment on arrête le partage? En bas et arrêter le partage. Ah oui. J'ai une question plus pour Roman et Olivier, pour savoir justement quels sont vos retours sur quand on lance ce type de projet de transformation digitale, quels sont justement un peu les indicateurs clés de performance à suivre? Qu'est-ce qui fait que cette transformation, cette innovation est pertinente et mérite d'être continue? Alors, sur ce point-là, en fait, ça dépend vraiment des cas d'usage pour lesquels on va l'utiliser. Mais très souvent, en fait, c'est du temps homme qu'on va gagner en fait rapidement derrière. Donc, du temps opérateur, du temps de formation ou leader de ligne, par exemple, ou du temps de technicien ou d'expert. Ça, c'est le premier indicateur important en fait sur lequel on va vraiment pouvoir performer et puis s'améliorer assez fortement. Et puis, il y a un autre gain pour moi qui est énorme et qui est probablement le plus important à l'usage de la techno, c'est l'usage de la technologie et de la solution spectrale, c'est le bon du premier coup. C'est-à-dire qu'on le sait tous dans nos entreprises, on a énormément d'informations sur les PC, sur des documents, sur les écrans, etc. Et les gens ont parfois du mal, en fait, font beaucoup de choses de tête, de mémoire,
Et du coup, c'est là où on se trompe. Et donc, on a déjà une charge mentale, en fait, tous les gens dans nos entreprises le reconnaissent. Il y a une charge mentale qui est assez importante. Et là, grâce à l'usage, en fait, de la techno, finalement, on va vraiment alléger la charge mentale des personnes qui vont l'utiliser. Et puis, on va vraiment s'orienter vers le bon du premier coup. Et ce gain-là, il est énorme. Et finalement, en fait, on le regarde assez peu souvent, alors que c'est probablement le plus intéressant pour l'usage de la technologie, quoi. Top. OK. Roman, est-ce que, du coup, comme tu as été un peu voilà, sur actrice, une des actrices principales côté Legrand pour suivre ce projet, par ton retour d'expérience, est-ce qu'il y a des modes opératoires spécifiques qui se prêtent particulièrement à cette technologie, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas faire tout type de scénario, quoique on peut en faire beaucoup, mais peut-être pas tous. Mais quels sont les modes opératoires types qui répondent, pour lesquels la réalité mixte peut avoir une utilité? En fait, à partir du moment où vous avez besoin d'un support pour effectuer une intervention ou pour faire un mode opératoire ou quoi que ce soit, donc si vous avez besoin d'un support papier ou tablette, etc., ça peut être intéressant d'avoir un guidage étape par étape avec les lunettes, les HoloLens, parce que ça permet du coup d'avoir les mains libres et donc de pouvoir intervenir directement tout en ayant les informations dans le champ de. Donc, dès que vous avez un mode opératoire qui demande à l'opérateur, enfin à l'utilisateur final finalement d'utiliser sa mémoire ou alors de se replonger dans un mode opératoire qu'il n'a pas utilisé depuis un moment ou quelque chose de compliqué, ça peut être vraiment profitable d'utiliser la réalité augmentée pour justement, ce que disait Olivier, réduire la charge mentale de l'opérateur et avoir bon du premier coup sans avoir à détourner le regard de ce qu'il est en train de faire. Ok. Et en complément de ce que dit Roman, finalement, à chaque fois qu'on a une logique ou l'esprit de la checklist, donc des étapes successives en fait qui vont devoir être faites, on peut l'utiliser. Plus il y a de nombre d'étapes, plus c'est intéressant de l'utiliser, parce que finalement, en fait, ça va être. Alors, ça sera plus compliqué de créer le scénario et de forcer les gens à l'utiliser, mais par contre, ce sera beaucoup plus bénéfique. Alors, au début, nous, c'est un peu l'apprentissage aussi, le learning qu'on a eu sur nos cas d'usage, c'est que on est plutôt allé chercher des cas d'usage un peu compliqués au départ, et finalement, après, pour réussir à pousser l'usage, l'utilisation de la technologie, il faut revenir peut-être à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques, pour que ça devienne, entre guillemets, une habitude d'utiliser la technologie pour les gens. Mais je vais prendre un exemple. À chaque fois, en fait, qu'on veut être dans des choses répétitives, donc qu'on va refaire plusieurs fois par jour, par semaine, etc., on peut utiliser, en fait, la technologie. Un exemple, c'est quand on veut former quelqu'un à des consignes de sécurité, on va répéter toujours les mêmes choses finalement. Et en fait, ces consignes, on peut les inscrire en fait dans un scénario de Spectral et du coup l'utiliser en fait directement après pour former les personnes. Et du coup, on va gagner en fait tout le temps qu'on aura mis si on avait utilisé une personne pour le faire. Ce temps-là, on va le gagner systématiquement après, quoi. Très bien. Ok. Et Louis, on a parlé tout à l'heure de la facilité, enfin du temps qui est très limité, le temps à investir qui est très limité pour adopter cette technologie. Mais derrière, on parle de quoi niveau investissement de manière générale sur est-ce qu'on parle sur des projets qui mettent plusieurs mois à être déployés? On parle sur des coûts qui sont importants vs d'autres types d'innovations. Juste pour les personnes justement qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, qui voient que c'est une technologie disruptive, innovante, mais derrière, qui s'imaginent peut-être que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Derrière, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur tout ça? Comment déployer ça, sur tout ça, comment déployer ça, comment commencer en fait? C'est ça la question. En toute honnêteté, l'investissement financier n'est pas énorme. On n'est pas sur des technologies qui coûtent des milliers et des cents.
Un casque HoloLens coûte 3 000 € aujourd'hui et nous, la solution spectrale est de 10 000 € par an. Là-dessus, il y a, bon, je ne vais pas faire le détail, mais il y a tout un nombre d'utilisateurs spécifiques qui sont disponibles, etc. Un nombre illimité de modes opératoires à développer. Donc, l'investissement financier n'est pas énorme. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que venir prouver la valeur ajoutée de la solution n'est pas long non plus. Pour prendre le retour d'expérience qu'on a fait avec Legrand et les équipes d'Olivier et Roman, on a commencé à travailler ensemble en décembre 2020, pardon. On a validé la solution 4 ou 5 mois après, aux alentours de avril-mai, si je ne me trompe pas, Olivier et Roman, pour accélérer le déploiement à l'échelle du groupe depuis juin, juillet maintenant. Et là, aujourd'hui, c'est des sites qui se lancent en autonomie, avec une journée de formation ou deux de notre part, très facilement, avec des cas d'usage déjà identifiés, d'autres qui veulent un accompagnement un peu plus approfondi, ce qui est normal aussi. Nous, on répond un peu à tous les types de demandes, mais c'est très rapide d'être autonome, c'est très rapide de déployer. Et c'est vraiment rapide de venir apprécier et les impacts positifs que ça peut générer au sein de votre organisation. Ouais, vu les retours passés derrière au niveau investissement à prévoir, que ce soit financier ou temps, est très limité, très restreint. J'aimerais passer du coup à la dernière partie parce que je vois que le temps passe. Et la dernière partie, c'est plus côté conseil. Et ça, c'est une question que je poserai à vous trois. Je vais commencer par Roman pour savoir en gros quels sont pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas justement cette technologie, quels conseils tu aurais à leur donner avant de se lancer dans ce type de projet en technologie immersive? Alors, avant de se lancer, en fait, il faut déjà essayer la technologie pour bien se rendre compte de ce à quoi on a affaire, donc la facilité d'utilisation. Donc, tester, c'est déjà important, mais aussi après, bien identifier les cas d'usage en amont, et notamment le fait de devoir parfois retravailler le contenu. Nous, c'est ce dont on a dû se heurter aussi pendant le POC, c'est qu'on a dû bien travailler sur nos contenus des modes opératoires pour avoir quelque chose de très visuel et d'oublier en fait le traditionnel papier avec pas mal de texte à l'intérieur pour que ce soit le plus facile possible. Donc, bien identifier les cas d'usage et faire en sorte en fait que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs finaux, et c'est comme ça que la solution sera utilisée. Très bien. Olivier? Nous, enfin, en complément de ce que disait Roman, c'est un levier pour nous à la digitalisation quelque part, dans le sens où là, on l'a vraiment expérimenté dans le transfert qu'on a fait là, les dernières semaines. On a transféré une petite activité de quelques postes de travail qu'on a transféré sur un autre site industriel, mais on peut l'imaginer que sur un périmètre beaucoup plus gros, l'intérêt serait encore plus important. On a finalement transféré cette activité-là en travaillant aucun document papier. On a été à 100% dans la digitalisation et dans l'utilisation uniquement de la solution réalité augmentée spectrale. Et donc, on a pu, grâce à ça, former, donc c'est combien, 5 opératrices sur… Oui, c'est ça. 5 opératrices et 3 autres personnes de la qualité du processus. Voilà. Mais donc, on a formé 5 opératrices sur le site dans lequel l'activité a été transférée et on n'a utilisé aucun autre support que cette solution-là. Donc là, on voit bien cette bascule en fait dans la 100% digitalisation pour transférer du savoir-faire, de la compétence, quoi. Top. Ok. Et si je peux apporter mon dernier conseil pour faciliter l'acceptation, c'est de bien communiquer avec les gens qui vont utiliser la solution sur pourquoi on souhaite travailler avec cette technologie-là, mais surtout leur faire comprendre quelle est la valeur ajoutée pour eux, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à embarquer les gens du terrain sur ce genre de projet. Voilà pour terminer ce qu'a complété. Je confirme ce que tu dis, Louis.
Ouais, je confirme ce que tu dis, Louis, c'est très important parce que c'est vrai que l'usage d'une nouvelle technologie est toujours un peu compliqué. Clairement, là, on a fait la preuve et on a confirmé qu'il y avait un intérêt fort en fait à l'usage de ces technologies-là. Par contre, derrière, il faut travailler, communiquer avec les gens pour que ça devienne un usage naturel, au même titre qu'un smartphone. C'est-à-dire que demain, un technicien à la maintenance, il a besoin d'une information ou il a besoin d'être guidé dans quelque chose. Il faut que ce soit naturel pour lui d'attraper sa paire de HoloLens, d'appuyer sur le bouton marche et d'avoir instantanément en fait son menu dans son champ de vision, ses petits gestes en fait avec la main pour valider et passer les étapes qu'il veut, et puis après être guidé directement en fait dans son travail. Et ça, oui, c'est un travail d'accompagnement qui est quand même nécessaire et important à faire pour éviter des éventuels refus ou de dire j'ai pas le temps de mettre en place cette technologie-là, etc. Ben, s'il faut prendre le temps parce que le gain, en fait, il va arriver rapidement et il sera répétitif, c'est-à-dire que plus on l'utilisera, plus ce sera du gagnant et plus on aura été chercher cette performance. Donc, c'est un travail qui est quand même important, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'on a montré que la technologie fonctionnait et qu'elle était intéressante que derrière, ça va être utilisé. Derrière, il faut aussi faire ce travail, comme le disait Louis, de convaincre les gens, de retourner les voir, de voir en fait les difficultés qu'ils rencontrent, pourquoi ils n'ont pas pu l'utiliser à tel moment, qu'est-ce qui les empêche de l'utiliser plus, etc., etc. Faut que ça soit intuitif et puis pas hésiter à itérer avec les utilisateurs finaux pour être sûr que toutes les procédures qui sont mises en place correspondent vraiment à leur attente, parce que ça sert à rien d'innover si c'est pas utilisé. Donc il faut qu'il reste au centre du processus de réflexion globale en fait de cette technologie. Ok. Et après, la technologie, elle est intéressante dans le sens aussi où, et la solution spectrale aussi, en fait, on est capable très vite d'apporter des nouvelles fonctions ou des améliorations. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant. Moi, je n'avais pas vu les dernières évolutions que Roman m'a montrées là, juste avant la réunion d'aujourd'hui, hein, parce que j'étais en déplacement, mais les petites évolutions en fait, qui sont apparues avec les petits points en fait, qui permettent de guider la personne, etc. Et ça aussi, c'est intéressant parce que finalement, l'usage enrichit la solution et la solution devient de plus en plus riche de par les usages en fait, qu'on peut en faire, etc. Et ça, c'est grâce aussi à la capacité de Spectral de capter en fait ces besoins d'évolution, de les traiter rapidement et puis de les remettre à disposition en fait au niveau de la solution. Ça, c'est très important aussi. Ouais, c'est gagnant dans les deux sens. Et justement, Louis, pour la solution spectrale, aujourd'hui, c'est une solution qui est, tu es éditeur de logiciels, donc tu as une solution qui est proposée, mais dans quelle mesure elle peut évoluer? Est-ce que derrière les types de projets que Spectral peut accompagner, c'est des projets qui rentrent justement dans les cases spectrales en fonction de ce que peut offrir aujourd'hui Spectral, ou il y a aussi une possibilité de personnaliser la solution proposée aux clients? Comment est positionné Spectral à ce niveau-là? On essaye de justement s'adapter à nos clients et à leurs besoins. Aujourd'hui, on a une solution qui va évoluer toujours en fonction du terrain. Okay. Et demain, si un client spécifique veut sa version spécifique de Spectral, on sera capable de faire des choses pour aller dans ce sens-là. On ne se bride pas, on ne cherche pas à brider nos clients également. L'idée, on est sur une technologie qui est quand même nouvelle, on ne va pas se le cacher. Il faut faciliter l'adoption. Et comment on facilite l'adoption? C'est en ayant des fonctionnalités, des expériences utilisateurs, des interfaces utilisateurs qui soient vraiment propres aux besoins et aux problématiques d'utilisation de nos clients. Dans ce sens-là, et je pense que Roman et Olivier, vous pouvez le confirmer, mais dans ce sens-là, on a une équipe produit qui est constamment en train de récupérer tous les problématiques à l'usage de nos clients, de les traiter, de reprioriser la roadmap. On fait des ateliers produits, on en a un prévu la semaine prochaine, jeudi, à Antibes, avec Olivier et Roman et toutes les équipes d'utilisateurs d'Antibes,
pour venir comprendre comment les utilisateurs imaginent la solution demain. Mhm. On va faire du co-développement, si je puis dire. On va faire des phases d'idéation des nouvelles features avec les utilisateurs finaux. C'est aussi un levier d'engagement très fort pour maximiser l'acceptation et le changement sur le terrain. Si demain, je vais dire un peu une énormité, entre guillemets, mais on ne va pas développer pour un directeur, on va développer pour des gens sur le terrain. Voilà un peu la façon dont on voit les choses. Et l'objectif, c'est vraiment de répondre à ce besoin-là parce que Non. la vérité, elle est sur le terrain. C'est pas une énormité, c'est justement bien, et c'est bien là-dessus où on s'est retrouvé avec Louis et avec la solution spectrale. Et chez Legrand, c'était quelque chose de très important. L'industrie 4.0, ça doit être au service des utilisateurs en fait et du terrain. Et c'est parce que c'est là que la performance elle se fait. Et du coup, là, on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'utilisateur du terrain, en fait, il voit instantanément ce que la techno peut lui apporter. Et ça lui apporte tout de suite en fait une réponse en temps réel. Finalement. Donc non, c'est pas une énormité, pardon, Louis. Et je confirme que la solution spectrale de quand on a commencé à faire le projet et maintenant, elle a évolué énormément avec nous aussi selon nos besoins. On a vraiment fait évoluer l'interface par rapport au début. Génial. Génial, ouais, c'est vraiment du win-win-win dans tous les sens. Ouais. Oui. Génial. Super. Eh ben, je pense qu'on a fait, je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Et ce retour d'expérience était concret et je pense que c'est ce qu'attendent les personnes qui nous écoutent. On va passer, je vois qu'il reste 10 minutes. On va passer peut-être aux questions. Alors, je fais juste une demande aussi à tous les participants. Il y a un sondage qui est disponible. 2 sondages même. N'hésitez pas à répondre pour qu'on puisse avoir des données et pouvoir essayer de répondre à vos questions par la suite. Les 2 questions sont: est-ce que vous désirez lancer un projet de réalité mixte et quels seraient les cas d'usage finalement sur lesquels vous souhaiteriez travailler? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Louis, est-ce que tu peux nous dire un peu, vous êtes combien chez Spectral et vous travaillez où? Vous êtes localisé où? Alors, donc, Spectral, je vais faire une petite image macro de Spectral. On est 18 aujourd'hui. On est basé à Paris. On est une société qui a été fondée en février 2018. Nous avons eu un premier seed l'année dernière. Donc, c'est une phase de levée de fonds pour les startups avec le fonds d'investissement Elaya sur un montant de 2 millions d'euros. Et nous attaquons en janvier prochain un nouveau roadshow pour une levée de fonds qui devrait avoir lieu en juillet 2022. Donc on est sur une phase d'accélération importante de la société. On a donc nos 18 collaborateurs qui sont tous très alignés sur nos objectifs, sur notre vision moyen terme et long terme. Et on a également des clients en or avec lesquels on collabore parfaitement, et je pense notamment à Olivier et Roman. Et vous êtes combien? Tu l'as dit, je ne sais pas si vous l'avez dit. 18, oui, 18. Okay. 18 personnes, pardon. Ok, donc c'est ce qui permet aussi d'être agile, de pouvoir itérer, innover de manière assez accélérée. On a une grosse équipe de développement, des personnes vraiment dédiées sur la partie HoloLens et des personnes dédiées à notre partie studio. Okay. Et donc ces 2 équipes, on travaille en collaboration avec eux tous les jours, en tout cas les équipes de vente et les équipes projets et grands comptes, pour constamment les nourrir des problématiques rencontrées par nos utilisateurs dans l'objectif d'améliorer notre solution et d'améliorer la technologie de réalité mixte, parce qu'on est encore aux prémices et il faut trouver les standards de demain, et c'est à ça qu'on travaille en collaboration aussi avec vous, Microsoft. Top. Une question, je pense plutôt pour Roman, une question de la part de Eric sur le cas d'usage. Les opérateurs de chalut ont pu être formés sur la ligne qui fonctionnait à Strasbourg en distanciel. Est-ce que justement c'était une formation qui était en physique ou justement elle pouvait ou elle pourrait être en distanciel? T'es en mute. Pardon, c'est bon. C'était une formation qui s'est faite totalement en autonomie finalement, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis tous les modes opératoires avec l'opératrice de Strasbourg à Strasbourg dans les lunettes, et qu'après on a apporté les lunettes à Chalut.
et qu'en fait, dans les lunettes, il y a tous les modes opératoires qui sont disponibles, mais avec beaucoup plus de visuels, beaucoup plus de photos, quelques vidéos pour les étapes un peu plus délicates, un peu plus clés. Et donc, ça permet aux personnes de se former totalement en autonomie. D'accord. Donc, ça pourrait se faire en distanciel grâce au remote assist, par exemple, mais ça, ce serait plus pour de la maintenance machine où on peut voir, comme vous nous voyez là, un écran avec la personne et qui puisse rajouter dans le champ de vision des documents, des annotations, etc. Mais pour une formation, c'est moins évident que du guidage étape par étape comme on peut avoir grâce à Swift. Ok. C'est fait totalement en autonomie, mais pas à distance. Voilà. Ok. Donc, en plus de faire disparaître les contenus papier ou 2D, il y a aussi une limitation des déplacements. Exactement. Ouais. On n'a pas besoin de se déplacer. Ouais. On aurait pu le faire sans aucun déplacement si les gens de Strasbourg avaient été formés et les gens de Chalut avaient été formés. Ce sera le cas maintenant, et c'est aussi l'intérêt d'avoir en fait cette technologie utilisée sur plusieurs autres sites. C'est que dès qu'on va avoir tous les sites, entre guillemets, capables d'utiliser la solution, à chaque fois qu'on aura du transfert de savoir-faire ou de compétences, une capitalisation en fait, qu'on va vouloir transférer d'un site à un autre, on va pouvoir le faire finalement à travers cette solution et sans déplacement. Ok. Une question de la part de Tristan. Est-ce que le contenu est disponible en offline ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une connexion Internet? Alors, je vais me permettre de répondre. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet. Le 25 novembre, il ne sera plus nécessaire d'avoir une connexion Internet puisqu'on a une roadmap où une fonctionnalité sera déployée et ce sera un offline type téléchargement d'une playlist Spotify et on pourra avoir accès à ces procédures en réalité mixte, en offline, à n'importe quel moment, n'importe où. Enfin, n'importe où. Surtout au pied de sa machine. Ok, très bien. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça peut être justement une contrainte dans le milieu industriel de ne pas avoir accès à la connexion. Et ben c'est justement par rapport à des besoins clients qu'on a priorisé et mis à disposition cette fonctionnalité-là. Ok. Une question auquel vous avez déjà répondu, mais je pense qu'il peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément vu la question, c'est comment justement le logiciel reconnaît telle ou telle pièce quand il porte les lunettes. Je vais l'expliquer très simplement. On va positionner un QR code au niveau de notre machine. D'accord ? Ce QR code, il va faire office d'une origine de nos axes X, Y, Z. On va travailler sur un repas trinormé avec HoloLens. Et en fait, comment la lunette va reconnaître qu'on est dans cet endroit? C'est qu'on va lui donner un référentiel, le référentiel bâtiment-salle. Donc là, ça paraît très compliqué, mais c'est très simple, je vous promets. Et une fois qu'on a choisi son scénario, finalement, on va simplement scanner notre QR code et ça va repositionner les éléments de notre scénario aux bons endroits de la machine. Et la première étape à faire, excusez-moi, j'ai sauté cette partie, mais c'est de donner une position aux différents équipements qu'on a dans la lunette par rapport à notre QR code. Et c'est une étape qui prend 5 minutes, pas plus. Mais ça, on pourra vous l'expliquer. On pourra vous le montrer à travers des vidéos, etc. C'est très facile de positionner tout ça et de reconnaître l'environnement dans lequel on se trouve. Ok. Et pour aller dans le sens, parce que là, plus que là, par rapport à la question, le positionnement du coup que nous, on a pu faire sur le site de Strasbourg, on a retrouvé exactement en fait les mêmes positions quand la machine, on les a remises en route en fait sur le site de Chalut. C'est-à-dire que ce que vous faites d'un côté, que vous bougez sur un autre site, vous allez retrouver en fait grâce à ce QR code exactement en fait les positions que vous avez pu faire. Donc, dit autrement, le mode opératoire pour fabriquer le produit que j'ai fait à un endroit et que j'ai transféré la machine à un autre endroit, le retrouver exactement aux mêmes endroits sur la machine, sur les mêmes positions de posage, même boîte de conditionnement, etc., etc. Ok. Ok. Je vois qu'il y avait une autre question, c'est pour
L'usage, en fait, Roman l'a mentionné tout à l'heure, mais plus la formation à distance. Donc, effectivement, il existe une solution Remote Assist de pouvoir partager via Teams son champ de vision. Donc, de la même manière qu'on partage son écran quand on fait un call Teams dans son écran d'ordinateur, avec HoloLens, on va pouvoir partager son champ de vision en faisant un call Teams. Et lorsqu'on lance le call Teams, on va pouvoir aussi lancer l'application Spectral pour faire en sorte qu'une personne à distance puisse voir ce qu'on voit, ce que l'opérationnel voit, et donc suivre un peu l'usage qui est fait par l'opérationnel. Ça, c'est par rapport à une question qui avait été posée et qui nécessite ce partage d'informations en temps réel, ce partage d'écran, de champ de vision, ne nécessite aucun développement supplémentaire. C'est une application qui existe. Je pense avoir fait le tour là des questions. Maximilien, combien de temps est nécessaire pour former un technicien méthode sur la création de gamme, etc., à intégrer dans le logiciel? Donc là, on l'a dit, ça s'est fait le temps de prise en main, ça s'est fait en une demi-heure. Ouais, nous, on considère que c'est moins d'une demi-heure. Mais là, la question, c'est juste par rapport à la plateforme. Et la plateforme, vraiment, 5 minutes, c'est suffisant pour comprendre. Pour un administrateur. Ok. Oui, voilà. Pour la création de contenu, c'est très, très rapide à prendre en main, comme prendre en main la plateforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment la même difficulté, quoi. Ok. C'est très intuitif. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Que ce soit la partie matérielle HoloLens que la partie logicielle avec Spectral, très intuitif. Et du coup, même des gens qui n'ont pas des facilités à utiliser les nouvelles technologies, ça va être naturel pour eux. Et je fais une petite anecdote, Louis, ça va le faire sourire. Première personne qu'on a formée sur Antibes, en fait, on ne savait pas, nous, dans quoi on s'engageait. Et on était un petit peu, voilà, moi j'avais eu une expérience précédente qui était un petit peu plus compliquée. Et du coup, on était un petit peu inquiets. Et c'était une leader de ligne, une formatrice en fait de ligne. Et en rentrant dans la salle où on allait faire les premières présentations, etc., je lui pose la question, mais de toute façon, vous avez l'habitude d'utiliser une nouvelle technologie puisque vous avez un smartphone, etc., quoi. Et là, elle a répondu du tac au tac en disant, ah non, moi, smartphone, j'utilise pas, j'arrive pas à savoir comment ça fonctionne, etc., et tout. Et là, on s'est regardé et on s'est dit, waouh, on part de loin et ça va être... Et en fait, c'est la personne qui a utilisé le plus vite et qui a été capable d'être le plus rapidement autonome sur l'utilisation et de la HoloLens et de Spectral. Et donc ça, c'est vraiment une image intéressante dans le sens où c'est tellement intuitif que quelqu'un qui n'a jamais utilisé les nouvelles technologies va être capable de l'utiliser naturellement. C'est une super anecdote qui est très visuelle et qui montre à quel point l'usage est intuitif et facilité. Justement. Et du coup, que n'importe qui peut l'utiliser sans problème. Et je pense que ça conclut parfaitement aussi cette masterclass, cette session, parce qu'on arrive au bout du temps prévu. Donc, j'espère que cette session vous aura été utile à tous. Merci beaucoup, aussi bien les équipes de Legrand, Roman, Olivier, pour ce retour d'expérience très précieux. Merci à Louis et à l'équipe Spectral qui fait un travail formidable et qui est un des acteurs majeurs en France sur les technologies de réalité mixte. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que je pense qu'on est vraiment qu'au début de cette vague. Donc merci encore à tous pour votre temps et pour vos retours. Merci à tous. Merci Olivier. Merci Roman. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Allez. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir. Au revoir.